Didier Raoult, avez-vous de nouvelles données concernant l'épidémie de SARS-CoV-2 et en particulier la mortalité ? Oui, je vais en parler, mais là encore, moi, ce que je dis est basé sur des données réelles, après qu'elles plaisent ou qu'elles plaisent pas. Mais ce qui est stupéfiant, c'est de voir comment, à partir de données que l'on transmet, peut se développer un harcèlement inouï, maladif, et une haine complètement folle. Moi, je suis pas d'un naturel méfiant, je suis pas du tout d'un naturel à imaginer les complots. Là, le complot qui a été mis à jour par François, que je remercie, parce que vraiment c'est rassurant de voir qu'il y a des gens qui font du journalisme d'investigation pendant des mois pour dépiauter les choses. C'est absolument inouï et c'est que des données réelles. Moi, le harcèlement que j'ai subi depuis 2 ans est quelque chose qui est absolument invraisemblable, aussi bien institutionnel. Moi, j'ai reçu de la SM une demande qui me disait, en rapportant des commentaires faits sur PubPeer, me disant que ça avait été signalé par un lanceur d'alerte, ce qui prouve qu'ils ne savent pas ce qu'est un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui a des données qui ne sont pas publiques, qui communique parce que ça représente un danger. Là, c'est juste de la médisance sur PubPeer, qui n'a rien de quelque chose d'inconnu. Tout le monde a ça. Les gens nous persécutent en mettant des horreurs sur nous et sur l'Institut, sur Wikipédia. On a été persécuté à un point qui est juste absolument invraisemblable. Moi, je ne savais même pas que ça pouvait arriver. Il se trouve que, au stade où j'en suis de ma carrière, avec ce que j'ai fait à ma carrière, ça me désarçonne pas du tout. Mais l'image de ce que je vois, autant il y a une partie de la population qui a une gentillesse extrême, des gens qui sont reconnaissants, gentils. Il y a un journaliste du Washington Post qui m'a interviewé en me disant comment vous expliquez qu'il y a une telle discordance incroyable entre. Il était venu à Marseille pour une raison ou pour une autre, et donc il a rencontré des gens dans le bus qui lui disaient tous qu'ils m'adoraient, qu'ils étaient fans de moi, et quand il a vu les autorités médicales, il me déteste. Donc il y a quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et je lui ai expliqué, je pense qu'il y a une part de jalousie, il n'y a probablement pas que ça. Je dis, les gens, comment voulez-vous qu'ici la population marseillaise me déteste quand on a testé 300 000 d'entre eux et on a traité plus de 40 000. Donc c'est normal qu'ils m'aiment, ils ont tous quelqu'un dans leur famille, quelqu'un un truc. Comment il peut se développer une telle haine de gens que je connais pas, là, c'est les gangsters. Hein, c'est pas il y a quelqu'un qui les paye. Qu'est-ce que c'est que cette folie qui, pendant 1 an et demi, c'est les gens oisifs, qui n'ont rien d'autre à faire. Qu'est-ce que c'est que ce gang-là? C'est un truc, j'espère que la justice va s'en emparer et faire une enquête approfondie sur cette organisation, cette source, ce harcèlement en meute. Il faut faire attention, il ne faut pas laisser se développer, du fait de nouveaux outils, des mécanismes de cette nature-là. Enfin, il faut faire très attention. Et quand on voit que des instituts nationaux là approuvent les comportements de gens qui m'ont traité de néocolonialiste sur leur site PubPeer 47 fois, les gens disent non mais c'est très bien, on ne peut pas les attaquer parce que c'est de la science, mais où est la science là-dedans? C'est juste des insultes, c'est juste des bêtises, si vous voulez. Tout ça n'a pas de sens. Des surinterprétations de données. Il n'est jamais question de science dans ces reproches. Il est juste question de, écoutez, le numéro que vous avez mis, c'est pas le bon numéro, ou on comprend pas votre numéro, ou vous savez, pour analyser les bactéries dans les crottes, vous auriez dû demander ceci ou cela, qui est une interprétation liée à un temps et à un endroit qui ne correspond pas du tout à ce qui a été fait. Tout ça, ce harcèlement sur notre recherche, ce harcèlement personnel, ce harcèlement par les institutions, et qui a mené au fait que je dois être le seul médecin dans ces conditions qui n'ait pas été prolongé dans ses fonctions du CHU depuis des années, ça amène quand même à laisser rêveur, quoi. Donc et après les gens se demandent, je pourrais dire une surprise pour le mois de novembre, les gens se demandent pourquoi les gens qui sont très bons, les meilleurs de ce pays, s'en vont. C'est parce que vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça. Vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça sans que nos instances fonctionnelles ne mettent fin à ce genre de choses. Enfin, on ne peut pas dire d'un côté, écoutez, on va garder les élites, et d'autre part, les laisser traiter de cette manière-là. On n'est pas mieux payé. Moi, je suis bénévole depuis que je fais l'IHU. Je n'ai pas d'activité privée. On peut pas, on peut au moins nous traiter correctement, enfin, ne pas nous harceler. Donc,
Il y a vraiment une question là de ce pays, bien au-delà de moi. Moi, je m'en fiche, ma carrière elle est faite, je m'en fiche complètement, ça m'indiffère. Mais je vois ça, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je peux l'observer pendant longtemps. Écoutez, il ne faut pas laisser une délinquance anti-élitiste s'installer. Il ne faut pas le faire, c'est de la délinquance. Et donc ce pays doit s'occuper de la délinquance et protéger les gens qui font de la science de qualité. Il faut le faire. On est arrivé là à une chose dont je suis surpris que ça fasse pas un scandale terrible, que les gens voient ce qui a pu être écrit à ce niveau-là. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Moi, je suis pas terrifié du tout, je m'en fiche. Mais cela étant, pour notre société, c'est une société qui autorise ça, qui laisse se développer des choses pareilles. C'est quelque chose qui est troublant. Voilà, ça rappelle bien sûr la guerre avec d'autres moyens, les délateurs, les lettres anonymes, c'est des mœurs qui sont dégoûtantes. Maintenant, revenons sur l'épidémie et sur des données réelles sur lesquelles je m'exprime depuis assez longtemps. Sur cette première figure, vous avez les différents variants qui ont constitué les différentes poussées épidémiques que l'on a vues chez nous, en particulier en France. Alors la France est un site, j'ai eu l'occasion d'expliquer ça, en particulier Marseille, de passage, où on voit tellement de passages que, bien entendu, on peut faire face à différentes épidémies, certaines venant de pays étrangers, d'autres venant d'élevage. En particulier, je pense qu'on est en train de plus en plus de réévaluer le rôle des élevages de visons, puisqu'on est en train de voir qu'il y a des mutations apparues dans les Covid de visons qui sont les mêmes que l'on a vu dans le variant anglais, dit alpha maintenant, et dans certains de nos variants, nous, 4, et dans l'origine du 4 tout court. Donc l'épidémie en est là, ça c'est et puis on voit petit à petit que cette épidémie est en train de diminuer. On le voit peut-être mieux sur ce schéma ici, où il y a le nombre de cas ici, le nombre de cas en réanimation et le nombre de morts. Et si on compare par rapport ce pic-là, par rapport à ces pics-là et la mortalité, on voit que la mortalité est plutôt plus basse. Et on reverra ça associé avec cette époque-là, qui comprend différents paramètres. La mortalité actuelle est plus basse que ce que nous avons vécu avant. Je vous redonnerai des données plus précises. Alors pourquoi elle est plus basse? C'est une bonne question. C'est probablement multifactoriel. Le premier problème, c'est que il y a des gens qui sont vaccinés, qui sont aussi infectés. Il y en a moins, le taux d'infection est moindre et le taux de mortalité est moindre. Mais la proportion des gens qui sont infectés, qui est vue, maintenant on en a eu 2000 en tout, de gens qui sont vaccinés, infectés, avec 1, 2 ou 3 doses, même on a quelques cas avec 3 doses. Il y a une proportion qui va en réanimation, une proportion qui meurt. C'est les mêmes qui vont en réanimation et c'est les mêmes qui meurent qu'avant. Donc c'est les gens très âgés, ceux-là vont pas en réanimation, ils meurent. On en a qui sont morts ici à l'UHU, et puis il y en a qui meurent chez eux, d'autres qui meurent dans d'autres services, d'autres qui meurent dans les EHPAD. Ceux qui meurent en réanimation, généralement, sont plus jeunes, parce que passé un certain âge, c'est rare qu'on les prenne en réanimation. Voilà. Mais ceux qui meurent dans la réanimation, c'est ceux qui ont beaucoup de polypathologies, en particulier celle qui est particulièrement à surveiller, c'est les obésités morbides, les gens qui ont une BMI supérieure à 40. Il faut absolument, comme les sujets âgés de plus de 65 ans, doivent absolument être vaccinés, protégés, parce que ils présentent un risque, même si la protection n'est pas absolue, c'est mieux que rien. Et donc, ceux-là étant très à risque de faire des formes graves, s'ils font des formes graves, c'est ceux qui doivent être protégés en priorité. Voilà. Alors, ça, c'est... Est-ce que le vaccin joue un rôle? C'est bien possible qu'il joue un rôle dans l'atténuation de la mortalité. Si on regarde là par variant, on voit que par variant aussi, il y a une différence. C'est-à-dire que clairement, celui qui a tué le plus chez nous, globalement, c'est le variant, dans ceux qui ont donné des cas relativement nombreux, c'est le variant Marseille 4 depuis l'été dernier, avec une mortalité
de 3,78%. Le variant anglais a moins tué, contrairement à ce que les autres disaient. Chez nous, il a tué 2%. Et vous voyez que l'Indien a tué 0,82%. Donc il y a une vraie différence en fonction du variant, mais c'est un des éléments. Bien sûr, le variant est survenu dans des conditions dans lesquelles la population vaccinée n'était pas la même, et puis la population tout court n'était pas la même. On va revenir dessus. Donc voilà, c'est un des éléments qui fait, vous voyez, le variant sud-africain non plus a pas beaucoup tué. Il a tué 1,22%. Alors, pourquoi est-ce qu'il tue moins? C'est pas la première question, c'est effectivement, la situation a changé. Il y a des gens qui sont immunisés, qui ont fait la maladie, et donc ceux-là, ils en font très peu. Il y a très peu de... L'effet protecteur de la maladie naturelle est très important. Donc il y a très peu de gens qui font deux infections. Le vaccin, mais aussi l'évolution des virus que l'on voit ici. Vous voyez, les virus, au fur et à mesure, s'étendent comme une espèce d'éventail. Et cet éventail veut dire que ces virus qui sont au bout sont moins fertiles. Mais la plupart d'entre eux, maintenant, sont au bout de branches. Ça veut dire que avec l'accumulation des mutations, qui est un phénomène obligatoire dans les virus ARN, eh bien, les virus perdent de leur capacité à déclencher des micro-épidémies. Et donc,